fra poco appare. Bonjour, merci d'être là, merci d'être fidèle à ce rendez-vous du samedi matin. Un écrivain, un traducteur ou une traductrice, à l'occurrence, que nous voyons déjà et que vous allez... Voilà, Nathalie Boer, qui, à cause d'une malheureuse chute, ne peut pas être avec nous ce matin. Elle est à Rodez. Bonjour Nathalie, vous nous entendez? Bonjour, merci d'avoir accepté d'être avec nous en vidéo. Merci à Italissimo de nous donner l'occasion de retrouver Emanuele Trevi, fidèle parmi les fidèles invités d'Italissimo, Valentina Gardet, qui sera votre voix française par intermittence, puisque vous parlez français, donc elle est là pour vous soutenir dans la langue française. Et merci à Evelyne Pravidlo qui a eu l'idée de cette rencontre particulière entre un écrivain et un traducteur. Alors, Nathalie Boer, c'est la première fois que je vous vois, mais j'ai l'impression de vous connaître parce que j'ai lu ce nom de Nathalie Boer dans des multiples traductions que vous avez faites de l'italien en français. Vous êtes également écrivaine, vous avez une formation d'historienne et vous êtes également écrivaine. Vos romans sont publiés chez Philippe Ray, le même éditeur qui publie le dernier roman de Emanuele Trevi en français. Et aussi l'avant-dernier. Et l'avant-dernier. Et La Maison du magicien, que vous avez traduit. Alors, Nathalie, je m'adresse à Nathalie en priorité. Oui. Je ne vous mets pas entre parenthèses. Mais je m'adresse à Nathalie parce que vous allez rester avec nous au début de cette rencontre. Et je voudrais vous poser déjà une première question. C'est le deuxième livre que vous traduisez de Emanuele Trevi, après 2 vies. Et je me demandais si vous savez maintenant comment il est fait en tant qu'écrivain. Ça, c'est très compliqué. En tant qu'homme. En tant qu'homme, puisque bon, on sait que le narrateur est quand même E.T., Emanuele Trevi. En tant qu'homme, je ne pense pas, d'autant plus que Emmanuel me paraît quelqu'un de très pudique et se cache derrière des personnages et des intrigues secondaires pour éviter, à mon avis, de plonger tête basse dans son intrigue principale. Donc, je pense surtout pour le dernier livre, La Casa del Mago, où il me semble que les personnages des 2 péruviennes sont une façon pour lui très pudique de se protéger. Mais ça, c'est mon ressenti, bien entendu, de traductrice. Et il est vrai que quand on fréquente longtemps l'écriture d'un autre, d'un auteur, on a une petite vision de son raisonnement plutôt que de sa personnalité, parce que j'avoue que c'est un peu compliqué pour moi de faire une équation entre l'écriture d'un auteur et sa personnalité. Et est-ce que vous avez l'impression de retrouver dans La Maison du magicien une voix, un rythme, un style qui est déjà un peu familier pour vous et qui résonne avec celui du livre précédent que vous avez traduit, 2 vies? Oui, c'est familier, même si chaque traduction est une traduction différente. Et chaque fois que je traduis un livre, j'ai l'impression d'avoir jamais traduit auparavant. Et ce qui est un peu bizarre parce que ça fait quand même plus de 30 ans que je fais ce métier. Mais en même temps, j'aime bien cette fraîcheur d'arriver sur un livre. Ce qui me plaît beaucoup, c'est l'univers d'Emmanuel et l'univers d'écrivain. On sent vraiment une grande culture littéraire dans ces
dans cet univers, justement, on sent que lui-même est un critique littéraire. Et je dois avouer que je me plais beaucoup dans son univers littéraire, dans ses références. Il y a beaucoup d'auteurs qu'il cite que j'aime également. Et donc, voilà, c'est plutôt une petite familiarité de cet univers. Et que j'aime beaucoup. J'avais été très émue dans le livre précédent que j'avais traduit sur ces deux figures d'auteurs, Rocco Carbone et Pia Pera, où j'avais ressenti beaucoup d'émotions et à la fois cette pudeur qui me plaît également chez lui. Oui, il faut dire que Emanuele Trevi est un écrivain lecteur, un écrivain qui lit. Bon, c'est presque peut-être une figure en train de disparaître, de lire à ce rythme-là, avec cette intensité-là. Et parmi les textes, les auteurs qui sont évoqués dans La Maison du Magicien, il y a évidemment celle de Carl Gustav Jung, puisque on verra le personnage principal de ce roman, qui n'est autre que le père de Emanuele Trevi, est un psychothérapeute de formation jungienne, critique mais jungien. Et donc, et vous, Nathalie, vous avez lu Jung? Oui. Ce qui n'est quand même pas une mince affaire pour traduire ce livre. Oui, c'est très intéressant. Pas Jung, hein, le livre d'Emmanuel. Oui, c'est ce qui est agréable dans les traductions, c'est que pour retrouver des citations, on est obligé parfois de lire un livre entier. Et il est vrai que je n'avais pas lu Jung jusqu'à présent, et j'étais ravie de le faire, même si c'est quand même une lecture assez touffue et dans laquelle je me suis vraiment plongée parce que ce sont c'est un texte extrêmement intéressant et je partage la vision de Jung dans la psychanalyse sur l'importance des mythes et l'importance de l'inconscient collectif des mythes et qui le distingue d'un Freud qui axe toute sa psychanalyse sur la sexualité. Et je pense que c'était à sa façon un génie, Jung. Alors, Emmanuel, vous me disiez là, à l'instant, je m'aperçois que nous avons laissé en loge le livre en italien, Valentina, pendant que je pose cette question à Emmanuel. Oui. Non, c'est pas grave. Voilà, il arrive. C'est je suis coupable. L'édition italienne. Toujours, de toute façon, oui. Avec un père psychanalyste. Si, je ne comprends pas l'événement, je suis coupable. Ah, okay. Bon, voilà, il est là. Alors, donc, je reprends. Vous me disiez là, juste avant, quand on était dans la loge, que vous étiez particulièrement heureux de cette traduction. Oui. Ça, c'est une chose pour moi très importante parce que quand on a l'édition française d'un livre, et surtout traduit de Nathalie Bauer, qui a réellement une harmonie idéale avec mon style. Je peux aussi expliquer la raison de ça. Et j'ai la sensation que de lire la version française comme l'original, la langue originale de mon livre, parce que j'ai toujours identifié la langue de la littérature avec la langue française. Aussi, quand j'étais très, très jeune, je me rappelle que quand on était à l'école, c'était peut-être quelque chose de fou. L'école, come si dice scuola media? Sì, j'étais un enfant, un collège. Ecco. On avait un livre d'Italo Calvino traduit en français comme livre de texte et on devait le traduire en italien.
Et donc, c'était mieux de Italo Calvino dans les... Je me rappelle encore la première phrase, on faisait la guerre aux Turcs. Et c'est la première chose que j'ai traduite au français. Puis, je n'ai pas l'expérience de... Vous pouvez... Vous m'entendez, je parle français, mais je lis beaucoup. J'adore lire le français. J'ai seulement traduit Les Petits Princes il y a quelques années parce qu'en 2005, se sont expirés les droits d'auteur de Saint-Exupéry. Et donc, centaines d'écrivains français et italiens ont traduit les livres. Et il y avait un réseau, on se mandait des messages SMS. Parce qu'il y a des problèmes, parce qu'en Italie, les renards féminins, oui, et donc c'est une chose très importante dans les livres parce que il n'y a pas possibilité de transformer chez nous, c'est la volpe, non? Et donc, ça change tout, parce que... Et ça a été une expérience de joie de lire la traduction de Nathalie. Et j'avais une amie une grande écrivaine française qui vivait à Rome, Jacqueline Risset, qui a dédié entre autres la Divine Comédie de français. De sa vie à traduire Dante, aussi les poésies de Dante. Aussi. Elle est morte pendant la traduction parce que et elle a écrit un essai dans lequel elle disait que traduire Dante en français, c'était comme l'italien, c'était un vernis. Mais grattando... en grattant les couches de vernis. Il y a des mots qui sont similaires, mais je me méfie de moi. Donc, il y avait les Français, parce que Dante, je suis honteux de me paragonner à Dante, mais ses lectures... c'était les troubadours. Donc, ça a été, pour moi, c'était pas les troubadours, chose... Balzac, ou les premiers livres qui ont été réellement importants pour moi appartiennent tous à la littérature française. Les grands Molles, si je me rappelle les livres de mon adolescence, les grands Molles, aujourd'hui est un livre presque oublié, mais quand j'étais jeune, était réellement comme incontournable. Alors, moi, je vous propose, avant d'entendre un bref extrait, le début de la Maison du Magicien, je vous propose en quelques mots, enfin en 2 mots, d'essayer d'entrer dans cette Maison du Magicien. Normalement, cette rencontre se passe au sous-sol, ce qui aurait été un endroit idéal, parce que c'est une espèce de grotte d'Athanor où la Maison du Magicien aurait trouvé vraiment sa place. Mais on ne va pas bouder le plaisir d'être dans la grande salle. Alors, en 2 mots, le mot roman apparaît sur la couverture. Bon, c'est un roman non-roman, comme souvent chez vous, Emmanuel, c'est-à-dire ce sont des histoires vraies avec des personnages vrais qui ont été des amis plus ou moins intimes, des personnages publics, mais c'est un roman dans lequel s'enfiltre l'imagination et presque parfois la fabulation. Ça, c'est un peu votre marque, disons, de fabrique, ce que vous appelez le portrait écrit. Oui, parce que je ne suis pas contraire à la définition romane. Il y a Philippe, mon éditeur, là-bas, parce que si on écrit dans la couverture portrait, c'est un désastre économique. Oui, oui, oui. C'est pas le moment. Oui, c'est pas possible. C'est pas le moment. Donc, c'est pas le moment. L'édition étant ce que... Don DeLillo a écrit que tout ce
que l'humanité écrit dans une période historique, c'est un roman. Donc, ça me console. C'est une définition très large des romans. Si on a... c'est que je pense que d'écrire des portraits. Les portraits, je fais... Aussi, dans ce cas, la littérature française était très importante parce que les portraits écrits est une spécialité de la littérature française. C'est Saint-Simon. Émile Cioran a publié une merveilleuse anthologie du portrait, le portrait écrit. Qu'est-ce que la différence? C'est que les portraits photographiques ou les portraits d'un peintre ou d'un sculpteur est une perception totale et immédiate de tous les éléments qui définissent l'individualité de la personne qui est l'objet du portrait. L'écriture se découle dans le temps, comme la musique. Et donc, si j'ai écrit que mon père avait les yeux noirs ou les moustaches dans la première page, à la troisième page, c'est comme la trace, la lecture, c'est comme la trace d'une barque, d'un bateau dans l'eau, non? Un sillage. Et donc, on ne peut faire... On doit organiser dans la tête du lecteur l'image, pas dans sa mémoire. Ça, c'est la chose la plus difficile. Je me rappelle très bien de mon père, mais tu ne l'as pas connu. Et je veux que tu l'imagines. Cette imagination, ce n'est pas réel, parce que... il y a de tous mes livres, parce que ce sont toujours des personnes réelles, des artistes, une centaine de lecteurs qui ont connu. Mais la plupart des lecteurs... La réaction, pour moi, c'est pas intéressant, parce que c'est réellement ce qui m'intéresse, est faire imaginer quelqu'un et créer une... situation psychologique de familiarité avec l'inconnu, avec les mots. Et d'ailleurs, le portrait de votre père est sûrement parmi les plus attachants. Alors, il y a quelque chose qui me frappe dans vos portraits en général, vos portraits écrits, c'est que vous n'exercez aucune forme de séduction. Vous ne prêtez pas d'emblée une séduction à ces hommes, ces femmes qui deviennent personnages. C'est pas immédiat, c'est même plutôt rugueux, c'est même parfois antipathique, et il y a quelque chose qui résiste. Et j'ai pensé, vous allez me dire, ça paraît un peu éloigné, mais en vous lisant, et surtout en lisant ce livre-là, j'ai pensé à Umberto Saba. Umberto Saba écrit un poème qui s'intitule Trieste. C'est le portrait d'une ville. Et à propos de Trieste, il parle de una grazia scontrosa, c'est-à-dire une grâce rétive, une grâce rebelle, mais qui est rétive, rebelle à son propre être, beauté. Et je trouve que c'est ça que vous faites avec ce personnage qui révèle leur beauté malgré eux et malgré votre approche qui est une approche à la juste distance, ni complaisante, ni cynique. Écoute, j'y pense en ces termes. Quand je rencontrerai dans le paradis, après avoir expié tous mes péchés, donc après 100 ans d'années au purgatoire, mais tous les Italiens ne vont pas à l'enfer parce que nous avons le purgatoire garanti, oui. Comment on dit, non, parce que c'est bien débrouillé. Oui, non, les Italiens, oui, on a
qu'est-ce qu'ils vont me dire de mes livres? Tous mes personnages, non? Parce que ce sont tous des gens qui n'existent plus dans le moment où j'écris un livre. Ils sont morts. Et donc, je n'ai jamais eu... Leur réaction? Oui, je ne peux imaginer une réaction parce que je cherche toujours dans l'admiration qui est le sentiment principal. Et encore, je peux rappeler Cioran, non, qui a écrit un merveilleux recueil d'essais, le titre est Exercice d'admiration. Si je pouvais voler un titre, ça serait parce que c'est exactement ce que je vais faire. Mais dans l'admiration, il y a aussi un sentiment du comique. Je pense que l'individu, l'être humain a affaire avec une capacité de vivre. Et puis, il y a une autre chose, que je cherche toujours quelque chose qui est visible dans les caractères, et donc des gestes, des habitudes, des choses qui souvent font rire. Et donc, je mêle un respect à quelque chose qui a à faire avec la dérision. Alors, à propos du fait... Aussi mon père a des aspects mais avait des aspects très comiques. Très comiques, oui. Alors, justement, à propos du fait que toutes ces personnages ont en commun, d'une part, ce sont des intellectuels, des écrivains, des artistes, et ce sont des êtres hors convention, non conventionnels. Ce sont des personnes qui ont une espèce de génie propre. Et donc ça, c'est le point en commun. Et ils ont en commun le fait de ne plus être là. Ce sont des disparus qui ont accompli leur destin. Et bon, comme le dit Pasolini, la mort a accompli le fulgurant montage de la vie. Oui, Pasolini a raison de dire ça. Donc vous êtes un peu dans cette position où, voilà, mais c'est vous, en même temps, qui contribuez au montage, non? On doit toujours métaphoriser les notions, parce que Pasolini a raison, non? Parce qu'il dit que si on tourne un film, on a une histoire, c'est le montage, non? Qui donne le sens du film, de tout ce qu'on a vu. Il part de la fin et va bâtir un sens de l'existence. Mais ce n'est pas la mort littéralement. Je fais un exemple, Limonov, d'Emmanuel Carrère. Limonov n'était pas mort. Il a joui aussi de la célébrité qu'il a donné les livres. Mais dans la dernière page, il y a un détachement entre le narrateur et le personnage. Il se voit la dernière fois, il bavarde la dernière fois. Limonov dit à Emmanuel une de ses phrases géniales. Et là, c'est comme une... parce que ce n'est pas important que les personnages soient dans les cimetières. C'est un détachement, une perte de contact. Parce que dans cette perte, il y a l'espace pour l'écriture. Alors, juste, je termine ce que je voulais dire par rapport au fait qu'ils ne peuvent pas réagir. Je ne sais pas si Nathalie est d'accord, mais aussi traduisant, on a la sensation que quand le narrateur s'est détaché de son objet, l'a perdu, non?
Mais la perte n'est pas nécessairement la mort. Statistiquement, ça c'est la condition. J'écris toujours des contes sur un grand artiste italien, très bien connu en France, Luigi Ontani. Et parce que j'ai des petites aventures avec lui, et il me dit, oui, ils sont bons, mais ils sont moins bons de tes livres, parce que quand je serai mort, tu écriras mieux de moi. Mais ce n'est pas vrai. Et que nous sommes très liés, très amis. Donc, c'est moins efficace, mon écriture. Pas parce qu'il n'est pas encore mort, mais parce que nous ne sommes pas détachés. Détachés, oui. Alors, sinon, il a le journal. Non, mais le journal, c'est différent. Ça n'a pas une forme comme une narration, un roman. Alors, donc, cette galerie de portraits que, livre après livre, vous êtes en train de constituer, voit entrer dans son espace de galerie le personnage de votre père, Mario Trevi. Et j'ai pensé à cette phrase de Cesare Garboli, quelqu'un qui a beaucoup compté pour vous, un grand critique littéraire, surtout un grand narrateur de la littérature italienne. Il dit un personnage de roman qui attend d'être écrit. Il le dit à propos d'Antonio Delfini, un autre écrivain sur lequel Garboli a écrit. Mais voilà, donc votre père est un personnage qui était en attente d'être écrit. Et cela a pris 10 ans avant peut-être de trouver cette distance. Donc, je veux dire que Cesare Garboli, comme Emmanuel Carrère, nous parlons des grands auteurs de portraits d'êtres humains. Mon père, c'est différent de tous les autres personnages, parce que les autres personnages sont des artistes. Et donc, aussi, s'il y a un grand photographe, une grande actrice comme Laura Betti, je me rappelle, j'ai écrit beaucoup de livres, je peux comprendre, il y a des choses qui sont particulières à leur boulot. Et donc, j'ai fait des lectures, mais je comprends leur univers. Leur univers, aussi le mélange des manques de sicurezza. Le manque d'assurance. Sì, d'assurance en soi et mégalomanie, l'artiste. Mon père n'était pas un artiste. Son savoir était éminemment thérapeutique. Son but n'était pas l'expression, c'était la guérison. Et donc, la guérison. Oui, c'est complètement différent. Et quand j'ai l'idée d'un livre, j'emploie toujours, c'est une chose bizarre, 9 mois, comme une grossesse. Et ici, la grossesse, c'était la grossesse d'un éléphant, d'une baleine, parce que j'ai étudié Carl Gustav Jung, qui était soi-disant le maître mon père était jungien et Carl Gustav Jung était un grand connaisseur de l'âme humaine, mais en lisant ce livre on a la sensation de lire, Nathalie disait qu'il a eu qu'il a lu peut témoigner, il était un fou. Et donc, ce que j'ai découvert, c'était très intéressant que mon père, si on voit dans les réseaux, dans les couvertures... Oui. Quand on parle de votre père, on le présente comme le grand... Mais j'ai découvert des livres de mon père avec des notes. Et chaque phrase, il disait des choses
terrible pour être jungien, non? Ça, aussi avec des mauvais mots. Qu'est-ce qu'il dit? C'est pas vrai. Et ça, ça a été réellement une découverte. Oui, une découverte, parce qu'il était un homme libre. Il était jungien, mais et ça, c'était différent. Je me parlais hier à notre rencontre d'Italissimo à la Sorbonne. Ça, c'était réellement un élément d'admiration, parce que je suis totalement différent comme lecteur. Si je lis un livre d'un auteur marxiste, je deviens marxiste. Si je lis un livre sur le Tao, je deviens taoïste. C'est une forme de lecteur imbécile. Et ça, les notes de mon père, j'ai eu un amour, une admiration, parce qu'il disait non, c'est pas vrai. Mais je pense que c'est le lecteur idéal. C'est le lecteur idéal. Oui, mais oui. Non, mais c'est le lecteur. C'est plus fort que moi. Je si dit, je dois être en empathie totale avec ce que vous êtes en train de lire. Sinon, je ne suis capable de lire. Bon. Mais l'illuminisme, c'est lire et critiquer. Et ça, j'adore. Alors, ça fait un moment que j'annonce. J'ai annoncé depuis déjà un certain temps le début de ce roman. Et Nathalie, est-ce que vous voulez bien lire le début en français? Ou qu'est-ce qu'on fait? D'abord l'italien ou... On entend Nathalie et puis... Non, peut-être en italien d'abord, ou alors on va faire la comparaison. Alors, en italien d'abord? En italien d'abord? Oui. Voilà, alors... C'est Nathalie qui commande. Mais oui, parce qu'elle est là comme le Christ Pantocrator de l'église dans le dôme de Montréal. Elle surveille tout ce qu'on dit. Et elle traduit. Lo sai com'è fatto. Quando mia madre mi parlava di mio padre, ci metteva poco ad arrivare al punto, sempre lo stesso. Per affrontare qualunque faccenda con quell'uomo enigmatico, con quel cubo di Rubik sorridente e baffuto, bisognava sapere come era fatto. Io chiedevo lumi e lei mi ricacciava nelle tenebre più scure col suo perpetuo intercalare, più simile a una formula magica che a un pensiero razionale. Lo sai com'è fatto. Era evidente, d'altra parte, che non lo sapeva nemmeno lei come era fatto, non lo sapeva nessuno, forse nemmeno Gesù bambino, quell'infallibile conoscitore dei più riposti segreti dell'animo umano, come mi assicuravano le monache a scuola. Ma una persona, rimuginavo io, perché dovrebbe essere fatta in un certo modo, costringendo gli altri, per il loro bene, a saperlo? Non potremmo essere fatti tutti alla stessa maniera e buonanotte? A quei tempi ero un bambino normalissimo, perfettamente adattato. Una versione in miniatura dell'adulto che sarei diventato, privo di picchi e di voragini. Tendevo a prendere per buone le massime di mia madre, ma quel modo di dire ho continuato a detestarlo, almeno quanto l'altra celebre enormità, conosci te stesso. A me di conoscere me stesso e di sapere come sono fatti gli altri non è mai fregato un granché. Quanto al primo punto, la sensazione che se qualcuno procede come può nella vita, lo fa generalmente a sua insaputa, di nascosto da se stesso, per così dire. Meno ti conosci, meglio stai. Quanto agli altri, la cosa più importante non è come sono fatti, ma che mi vogliano bene. Io sono come un cane, aspetto la carezza, il biscottino. Il cane non conosce e non sa come è fatto nessuno. L'unica verità del mondo per lui consiste in quella carezza, in quel biscottino. Grazie. Maintenant, Nathalie, parce que c'est pas rhétorique, j'ai vraiment la sensation que l'original. Et puis. Alors, on va écouter la version originale de La Maison du Magicien. Tu sais comment il est. Quand ma mère me parlait de mon père, elle allait droit au but, toujours le même. Pour affronter n'importe quel problème posé par cet homme énigmatique, ce Rubik's Cube souriant et moustachu, il fallait savoir comment il est.
Alors que je réclamais ces lumières, elles me repoussaient dans les ténèbres les plus sombres d'un perpétuel tic de langage qui ressemblait davantage à une formule magique qu'à une pensée rationnelle. Tu sais comment il est. D'ailleurs, à l'évidence, elle l'ignorait elle-même, nul ne le savait, même pas peut-être l'enfant Jésus, qui connaissait immanquablement les secrets du cœur les plus cachés, comme me l'assuraient les religieuses en classe. Mais remâchai-je, pourquoi chacun devrait-il être d'une certaine façon, obligeant les autres pour leur bien à le savoir? Ne pourrions-nous pas être simplement tous identiques? À l'époque, j'étais un enfant très normal, parfaitement adapté, une version en miniature de l'adulte que je deviendrais, dépourvu de pics et de gouffres. J'avais tendance à prendre les maximes de ma mère pour argent comptant. Toutefois, j'ai continué de détester cette façon de parler, presque autant au moins que la célèbre énormité « Connais-toi toi-même ». Je me suis toujours fichue de me connaître moi-même et de savoir comment sont les gens. Quant au premier point, j'ai la sensation que si l'on avance comme on peut dans la vie, on le fait en général inconsciemment, à son insu pour ainsi dire. Moins on se connaît, mieux on se porte. Quant aux autres, ce qui compte le plus à mes yeux, ce n'est pas comment ils sont, mais qu'ils aient de l'affection pour moi. Je suis comme les chiens. J'attends une caresse, un petit biscuit. Les chiens ne se connaissent pas et ne savent pas comment sont les êtres. Pour eux, la seule vérité au monde consiste en cette caresse, en ce petit biscuit. Merci, oui. C'est bien. Ouais. Mais parce que Nathalie a compris la chose qui est la plus importante. Il y a une relation entre l'écriture et la voix humaine. Mais si on fait une enregistration de la voix humaine, l'écrit est à frais, non? Et donc c'est une fiction. On a des trucs. Ça, c'est la chose qui Céline définit la petite musique. C'est la... je ne peux pas me paragonner, je me suis paragonné à Dante et à Céline, donc pardonnez-moi, mais c'est simplement parce que ce sont comme des étoiles, des maîtres de notre boulot. Et on peut être un écrivain modeste, mineur, mais on regarde les exemples des grands. Et c'est très... Roland Barthes définit cet ingrédient de l'écriture, la graine de la voix. Non? Et c'est réellement la chose la plus précieuse. Parce que si quelque chose est seulement écrit, pour mon oreille de lecteur, ne marche pas. Oui, oui. Ça ne suffit pas. Oui, donc, par exemple, un écrivain que j'adore, français, est Patrick Modiano. Patrick Modiano a beaucoup de graines. Une musique qui lui est propre, reconnaissable. Pedigree ou Dora Bruder sont réellement comme... On a la sensation que quelqu'un... Vous parle. Oui, oui. Mais on ne doit pas jamais imiter directement la manière de parler. Donc, c'est plus quelque chose qu'on cherche d'obtenir dans la réécriture. Jamais dans l'écriture. Dans le premier gène est toujours écrit. Donc, puis, aussi avec la... punteggiatura, j'ai besoin de... La ponctuation. La ponctuation. Donc, quand je viens à Italissimo, j'apprends beaucoup de mots. Mais c'est pour ça qu'il faut venir tous les ans. Alors... C'est Fabio. Fabio, si tu es là, Fabio, tu sais que... C'est comme alors, un cours de français très écouté. Alors, ce roman est construit, puisqu'il s'agit d'une maison, il y a une construction, un plan, plus que jamais. C'est un prologue et 2 chapitres. Le prologue, le premier chapitre, La visiteuse, et le deuxième chapitre porte un titre très, très beau et très étrange, puisque ça nous ramène aussi à une question de traduction. Il y a une très belle histoire. Enfin, là, vraiment, il y a tellement de ramifications dans ce roman que je ne sais plus laquelle emprunter, et le temps passe. Mais il y a cette question qui est liée à la traduction dans un échange de lettres entre Ernst Bernard, qui était un
psychothérapeute, lui aussi, qui avait dû fuir l'Allemagne au moment, évidemment, des persécutions, et que l'Angleterre avait refusé d'accueillir parce que sur son passeport, il avait écrit « astrologue », alors que l'Italie, hein, bonne fille... L'Italie, astrologue, astrologue, c'est normal. Et donc, c'était un homme absolument passionnant, maître, d'une certaine manière, de votre père. Il a travaillé en tant qu'analyste avec Ernest Bernard, qui, en Italie, se croit à l'abri des persécutions, mais en réalité, il est interné dans un camp de concentration en Calabre, que les Italiens connaissent très peu d'ailleurs. Et il échange des lettres avec sa femme qui est restée à Rome et qui s'active de toutes les manières possibles pour le faire sortir de ce camp. Ils s'écrivent dans la langue italienne qui n'est pas leur langue. Et là, je vous laisse continuer, parce que il y a dans ces lettres des inventions verbales, mais qui sont de l'italien encore plus, encore plus incisifs, encore plus, qui font sens encore plus que s'ils avaient utilisé le véritable mot, le vrai mot en italien. Oui. Si j'écris en français, peut-être quelqu'un va me comprendre, non? Si j'écris un message sur WhatsApp à Philippe, mais c'est plein d'erreurs. Et dans l'erreur, non? Il y a la voix humaine. C'est la même chose qu'on disait. Donc, j'ai trouvé que j'ai lu, parce qu'il était le maître de mon père, l'homme qui a transformé mon père dans professeur d'école, un psychanalyste. Et ça, c'était très intéressant parce que il y a et aussi Nathalie a fait dans la traduction, a mis des erreurs pour et donc. Mais oui, parce que pour traduire cet italien déformé. Oui, parce que on n'apprend jamais. Oui, Samuel Beckett a appris le français, mais l'ancêtre normal, s'ils écrivent dans une autre langue, font des fautes normales. Et donc, le lecteur a la sensation qu'il cherche de prononcer la parole. Non? Il écrit, non, en Italie on dit profondo, et il écrit profundo. Et c'est une voix. Qui est encore plus profond que profondo. Quelques mots, on perçoit l'effort parce qu'il écrit en italien, parce qu'il était prisonnier dans ce champ et la censure fasciste, écrire à sa femme était plus simple en italien parce que sinon la censure fasciste avait besoin de quelqu'un qui comprenait l'allemand. Donc il était détenu en Calabria, l'extrême sud de l'Italie. La première personne qui connaissait l'allemand était à Milan. Et donc ça c'était très... mais et c'est aussi tout ce qui a à faire avec la voix humaine est moins réglé. En Italie, ça c'est réellement, je ne sais pas en France, mais on comprend la langue italienne est réellement caractérisée de la différence, mais il n'y a pas une notion
abstraite d'y aller, non? C'est réellement des dialectes. C'est quelque chose qui, par exemple, à Rome, on parle dans les faubourgs, il y a un accent de la partie septentrionale et centrale de Rome, un accent de la partie méridionale. C'est très... Donc, dans le nord d'Italie, c'est incroyable parce que un village à 5 km. Oui. Et donc, ça, c'est une... Je peux vous confirmer que dans les Marches, votre père est né à Ancona et je suis née dans les Marches. C'est exactement la même chose. À 5 km, ce n'est plus du tout ni le même accent, ni le même phrasé, ni les mêmes mots. Et donc, la langue écrite qu'on apprend à l'école, pour tout, c'est quelque chose comme les taxes. Les taxes, non, n'existe pas sinon pour tourmenter les... Parce que il y a toujours la possibilité, non, de déformer ça avec sa propre... Alors, comme... Et aussi ça, c'est l'histoire de la littérature italienne. Ça, c'est très intéressant. Est signée dès sa naissance. Dès sa naissance, dans une condition très fertile d'idées, d'incertitude. Tous les grands écrivains italiens, Ariosto, Manzoni, ont réécrit leurs chefs-d'œuvre. Dans tout le monde, les auteurs réécrivent les œuvres. Mais l'énergie de ce travail... Manzoni était un grand romancier et a écrit un seul roman parce qu'il doutait, il avait des doutes. Il doutait de la langue elle-même. Et aussi dans la conversation, tous les gens disent les accents. C'est un anarchie, c'est très intéressant pour un écrivain parce que là, il y a le souffle de la voix, de l'oralité. Alors, donc, le roman, on a dit en trois parties, avec des temps, des temporalités différentes, parce qu'il y a le temps où le narrateur, Emanuele Trevi, vit avec le père, donc il y a le temps de la vie en commun, il y a de l'enfance à l'âge adulte, il y a le temps du souvenir, le moment de l'écriture, c'est-à-dire le moment où le narrateur décide d'aller habiter dans l'appartement qui a été le cabinet où Mario Trevi recevait ses patients. Et donc il y a ces différentes temporalités qui se sont mêlées à des histoires aussi extrêmement... Comme si, finalement, le narrateur cherchait, digression après digression ou apparente digression, d'attaquer ce monument de solitude, vous dites, à propos de votre père, de tous les côtés, par tous les biais, et d'où tous ces fils qui traverse le roman. Si j'ai écrit Monument de solitude, je suis content parce que c'était... Oui, vous dites ça au moment de sa mort, les derniers jours. Non, oui. Parce qu'il était... Parce que c'était quelqu'un tel que vous le présentez, quelqu'un d'abord de distrait et distant, d'autosuffisant. Ça, c'est très intéressant. Et solitaire. Et qui n'a pas finalement, forcément besoin des autres, enfin un déserteur, disons, de la société humaine. Ça, c'est très intéressant du point de vue psychologique, mais aussi artistique, parce que les personnages, non, je disais que je cherche toujours quelque chose de comique
aussi dans l'admiration. Mais il y a une autre chose que j'aime artistiquement, quand l'individu est la synthèse des choses contraires. Donc, mon père était caractérisé éminemment pour son manque de besoin de l'être humain. Quand il était vieux, avec ma sœur, nous faisons des expériments. Ne lui téléphonait pas pour 3 mois. On perdait. Il n'appelait pas, lui. Il n'appelait pas. Mais il était... les solitaires sont très... ne sont pas très sympathiques. Parce que c'est dans leur comportement qui est justifiable, parce que l'humanité c'est terrible, mais il y a quelque chose qui est un jugement sur les autres êtres. Je suis complètement opposé à mon père, je suis comme ma mère, je voudrais toujours vivre avec vous, écrire, faire la douce. Donc je n'ai aucun besoin de ça. Et donc l'opposé est très... non, oui, mais aussi attrayant parce que... Mais dans mon père, il y avait une autre chose qui est la bonté, la générosité. On voyait dans ces siècles. Et donc ça, c'était réellement intéressant d'un point de vue artistique. L'idée que des choses que mécaniquement on ne comprend pas ensemble, non? Puissent vivre dans un seul être humain est une chose qui me conduit dans les portraits. Non? Les portraits, la compresence de forces contraires. Et de couleurs oui, parce que c'est évidemment, il était... Quand je suis allé, dans mon livre, que les personnes plus, les concierges du palais, les gens qui travaillent dans les bistrots, dans les voisinages, toutes les connaissances, comment on peut dire, superficielles qu'on a dans la vie ordinaire, non? Et toutes ces ont compris la bonté, la générosité. Parce que, oui, il était un homme complètement généreux. Mais il n'avait pas besoin d'avoir des relations. Et puis j'ai découvert pourquoi. Parce qu'il concentrait toute l'énergie qu'il faut pour l'empathie, pour les relations, dans son travail. Le travail avec les patients. Donc, il y avait face à face avec ses patients. Et seulement les patients que j'ai interrogés, parce que je suis comme un détective, un journaliste. Je connaissais, mon père n'aurait jamais dit, comme tous les psychanalystes, les noms parce qu'il y a un devoir de réservité, de réserve. Oui, mais beaucoup de gens m'ont conté, non, je suis allé... parce que les Jungiens font des analyses très longues, 30 ans, 40 ans. Et je disais à ces personnes, mais tu es... qu'est-ce que tu disais chaque mercredi pour 40 et donc, ils m'ont révélé une image complètement différente de celle qui était de sa famille, de ses familles, parce que une image caractérisée d'une capacité d'empathie, une image très souriante, comme d'un homme social. Non? Et donc, et ça, ce sont des choses qu'on ne comprend avant d'écrire. Parce qu'on ne doit pas penser que
il y a une période où l'on pense à un livre et puis on écrit comme une enregistration postérieure. Et ce sont des choses qu'on découvre seulement au moment d'écrire. Parce qu'écrire, c'est une manière de penser aux autres. Ce n'est pas un registre. Un enregistrement. Un enregistrement. Alors, la maison du magicien est à la fois, vous l'avez évoqué, une enquête du narrateur Iti sur son père, une quête en même temps de soi-même, et à moins que ce soit à l'inverse, une quête du père et une enquête sur soi-même. Et il y a comme un récit initiatique. Un récit initiatique, parce que le narrateur est ce candidat candide à l'initiation, à passer de la non-connaissance à la connaissance par rapport à ce monument de solitude qu'est le père. Et dans ce cycle d'initiation, enfin je dis candide parce que en fait ça ne l'intéresse pas du tout de se connaître, hein. On l'a dit, moins je me connais, mieux je me porte, mais il est entraîné par une force d'inertie vers le fait d'affronter des épreuves. Parmi les épreuves, je vous laisserai découvrir Rocio, la femme de ménage qui ne fait que déplacer la poussière et qui arrive au point d'autorité vis-à-vis du narrateur, que le narrateur se demande s'il ne va pas être licencié par sa femme de ménage. Il y a... Oui, parce que ça c'est intéressant par décrire cette femme, parce qu'il n'existe pas un mot contraire, femme de ménage, comment on peut dire, femme de ménage. De désordre, femme de chaos. Femme de donc, chaos. C'était un autre portrait. Oui. Mais ça c'était un portrait de vivant, parce qu'il n'est pas inventé. Les détachements. Vous l'avez connu vraiment. Vous l'avez connu vraiment. Je n'ai pas une faculté. Tout ce que j'écris dans les livres est vrai. Presque vrai. J'ai fait seulement. C'est une chose technique. Je ne sais pas si c'est intéressant. C'est la soi-disant autofiction. C'est pas très différent dans la fiction, parce que d'un point de vue technique, écrire Harry Potter ou mon père, c'est la grande différence, c'est l'argent qu'il y a J.K. Rowling, qui pour moi c'est la plus grande écrivaine au monde. Donc, mais là, il y a comme quelque chose que on fait les choses qu'on est capable de faire, non? Et donc la modification, l'autofiction déforme toujours le temps de l'action. Et il y a une polémique, peut-être vous l'avez connue, mais on a parlé aussi en Italie. Je parle encore d'Emmanuel Carrère, qui est un écrivain que j'admire beaucoup. Et dans son livre Yoga, il a une partie, un chapitre dans lequel il parle d'une période qu'il a passée dans une île dans la Grèce, Lesbos, je pense. Et on est... quelqu'un qui a dit qu'il avait écrit qu'il était là-bas 3 mois, et donc, mais dans la vérité, dans la réalité, il était le contraire. Le temps était plus long ou plus court de son expérience réelle. Et donc, c'était une critique, non? Parce que les lecteurs... dans les pactes d'un livre d'autofiction, il y a la vérité. Mais là, quand on décrit quelque chose, on a toujours
la nécessité artistique d'encadrer dans une période. Les meilleures périodes pour un écrivain, c'est l'été. Parce que dans l'été, il y a réellement, c'est la plus narrative des saisons de l'année, parce que il y a une suspension des habitudes, aussi il y a beaucoup de livres qui se passent l'été. On peut faire, je le ferai toujours, que tout se passe dans l'été, mais c'est impossible, je n'aurai pas des éditeurs, parce que c'était... mais du point de vue de l'expérience, Roche au Paradis, à mon père, j'ai peu de différence de l'expérience. Oui, mais ce qui m'a frappé, comme dans d'autres de vos livres, c'est que, comment dire, l'expérience de Rossio ou de Paradisa, cette prostituée qui devient l'amante disponible, distanciée et un peu apathique et atonique du narrateur, tous ces personnages ne sont pas moins authentiques que Jung ou Ernst Bernhard. Oui, parce que la lecture, c'est une... Non, je veux dire, ils ont la même puissance de vérité. Oui, oui. De vérité comique, grotesque, comme l'autre versant, si vous voulez, de l'aspect noble qui serait celui de... Parce que l'habitude du critique littéraire, c'est celle d'avoir une sorte de familiarité avec des morts qui est comme... Mais, si on lit aussi les plus grands critiques littéraires de l'histoire, qui est Sainte-Beuve, non, on a la sensation qu'il connaissait Mesdames de Maintenon, La Rochefoucauld, est une illusion, mais la grande critique, c'est là. Alors, on arrive au terme de cette rencontre, et ce que je voulais dire, c'est que ce livre qui s'ouvre avec un voyage, le narrateur enfant à Venise avec son père, perdu, il s'égare parce que précisément son père est tellement distrait qu'il avance sans jamais se retourner. C'est très intéressant, ce fait d'un père qui ne se retourne jamais. Et le livre se termine par un autre voyage. Donc il y a un cercle qui se clôt, toute la circularité du roman se ferme, disons, dans ce dernier voyage que le narrateur accomplit sans plan préétabli. Il rencontre à Genève Paradisa qu'il avait perdu de vue, et c'est à ce moment-là qu'on peut dire l'initiation arrive à son accomplissement. Et je voudrais juste vous lire ces quelques lignes de la fin, donc où on passe du cycle de la mort symbolique ou de la matière brute qu'était le narrateur au début à cette nouvelle naissance. Donc le narrateur et Paradisa se retrouvent à Genève. Et près de vous connaissez cet immense jet d'eau qui symbolise la ville de Genève, très puissant jet d'eau. Et donc, ils sont éclaboussés, ils sont trempés, et c'est comme une sorte de bain lustral, d'un rituel, d'une transformation de soi, du narrateur, et enfin, ce qu'on pourrait appeler une épiphanie du père. Et voilà les derniers mots du roman. Jamais il ne m'était arrivé et jamais il ne m'arriverait par la suite de percevoir sa présence, la présence du Père, avec autant d'intensité, aussi certaine que l'intensité du soleil,
la consistance du sol, le parfum à la vanille de Paradisa. Et voilà. Et donc c'est approcher la figure du Père au plus près du mystère, mais en laissant en même temps le mystère. Parce que la raison du voyage à Genève, c'était une raison professionnelle, parce que je travaille pour le Corriere della Sera et on avait découvert le boson de Higgs, je ne sais pas. Vous êtes allé au CERN, on vous a envoyé au CERN. Oui. Je ne sais pas pourquoi le Corriere della Sera... Non, c'était... Pourquoi on vous envoie au CERN? Il était là dans l'été, je n'ai pas de famille, j'étais le dernier, parce que les journaux sont... Je lui dis, mais je n'ai une idée de la physique, de l'univers, de la mathématique. Ce sont des choses merveilleuses, mais je n'ai eu le temps. Non, tu vas là parce que tu fais une chose d'écrivain. Parce qu'ils disent la sottise, c'est la chose de l'écrivain maintenant. Et donc, il avait un service de presse, parce que le Corriere della Sera, c'était très important. Je vais à CERN, c'était merveilleux circuit qui va entre la France et la Suisse, 19 km. Et il avait, come si dice, addetto stampa, l'attaché de presse. L'attaché de presse qui m'expliquait des choses, je ne comprenais rien. Et les derniers jours, il m'a donné, parce qu'il y a des dépliants pour toutes les écoles, les dépliants pour les écoles élémentaires. Il était écrit, les enfants, il y avait une loi qui expliquait à des enfants l'univers, et il m'a dit, peut-être tu vas comprendre ça. Donc, c'était le mystère dans la plus grande... simplification. Oui, puis j'ai confessé là-bas, il y a une normale impossibilité de faire son propre travail, parce qu'ils me disent, imagine qu'une pallina, une petite boule de ping-pong va rouler à l'infini. Mais je ne peux pas imaginer qu'une petite boule de ping-pong roule à l'infini, parce que... Et quand on est arrivé que l'espace est courbe... Couvert, non Courbe. Courbe, hein? Et donc, l'image de mon père à contact avec... Parce que ça que j'ai compris est que le CERN est un lieu sacré, parce que c'est réellement une porte sur l'invisible. Et donc aussi des gens comme moi vont le visiter, et on peut comprendre l'invisible sans percevoir l'intensité de la chose. Et donc ça me semblait une fin. Je voulais finir mon compte là-bas. Alors, on va se quitter. On ne saura jamais si Mario Trevi aurait approuvé ce titre, La Maison du Magicien. Probablement pas de le rencontrer. Mais de tous mes personnages, il était bon. Il va y avoir des protestations. Non, je vais m'excuser pour mon français. J'imagine qu'il a été terrible. Non, mais Valentina... Parce que la sérieuxité de Valentina... Et il suffisait la présence de Valentina pour que le français arrive. Et voilà. La prochaine fois que Fabio m'invite à Italissimo, j'ai promis de faire de la conversation. Des progrès. Et je remercie beaucoup Nathalie Boer. Nathalie... Merci à vous. Écoutez, je vous entends plus. Nathalie, vous voyez, je suis d'accord. J'ai juste dit le mot protestation. Vrai. Mais
Je ne sais pas si vous m'entendez. Nathalie, j'espère que vous n'avez pas vécu cet échange. Il est très difficile pour moi de passer la parole avec ce dispositif. Oh non, mais ce n'est pas un problème, c'était très intéressant. Merci. Je suis désolée de ne pas avoir pu être avec vous, mais là, je suis vraiment trop mal en point pour me déplacer. Mais bien sûr, merci. Merci quand même. Merci. Merci à vous. Merci. Voilà, j'ai prononcé le mot protestation et par magie, les protestations surgissent. Merci à vous tous de votre attention et la vie vaut la peine d'être lue. Ciao. Nathalie. Ciao, Emmanuel.